Bonjour, Monsieur Lefebvre, merci d'être Bonjour, avec monsieur moi. Vous êtes le délégué central Force ouvrière de PSA. Ce matin, je publiais sur Twitter ce petit message qui est un clin d'œil pour dire douce France. Quelle douce France, un pays dans lequel papa et maman seront payés par l'État à garder les enfants. Alors, dans le cas, évidemment, où les enfants sont à garder, c'est-à-dire dans le cas où l'école, la classe a été fermée. On est en pleine pandémie, je crois qu'on n'en est pas tout à fait sorti, vous allez nous expliquer comment ça se passe chez vous, mais l'assurance chômage va prendre en charge 84% du revenu de celles ou de ceux qui doivent garder un enfant à la maison. Les indépendants, les contractuels, y compris les contractuels de droit public, vont bénéficier d'indemnités journalières et les fonctionnaires bénéficieront d'un dispositif qui s'appelle l'autorisation spéciale d'absence. On vous a résumé tout ça. Voilà, 84% du net pour les salariés du privé. Il faut bien sûr le justifier. Justifier qu'on a un enfant, que l'enfant ne peut pas se rendre à l'école normalement, soit que l'école a été fermée, soit que la classe a été fermée, soit enfin, troisième cas de figure, que l'enfant a été détecté positif. Pour les travailleurs indépendants, j'ajoute aussi les contractuels de droit public, qui sont nombreux. C'est ceux qui travaillent dans la fonction publique, mais qui ne sont pas fonctionnaires. C'est le principe des indemnités journalières et une autorisation spéciale d'absence. Je faisais un petit clin d'œil ce matin en disant, j'aimerais bien avoir votre avis, de syndicaliste. C'est vrai que la France est un enfer social. Eh bien non, je ne pense pas. Non. Ou si l'enfer existe, il est vide. Il est vide, et puis en tout cas, il n'est pas en France. Je crois qu'on se bagarre régulièrement pour préserver justement ce modèle social dans lequel on vit. On l'a vu, alors on va pas, c'est pas le propos, mais on l'a vu pour la défense des retraites, sur laquelle on ne partage pas les mêmes souhaits que le gouvernement sur les retraites, mais c'est pas le propos. Prenons le cas du confinement et de l'arrêt, par exemple, des usines du groupe PSA. Nous avons été, nous, FO, les premiers à demander l'arrêt des usines pour protéger les salariés. Le groupe c'est ce qui a été fait. Et le groupe a réagi avec responsabilité sur cette demande. Donc avec une volonté de protéger les salariés. Et jusqu'à ce qu'on établisse un protocole qui protégeait les salariés pour pouvoir travailler malgré la présence du virus. Et vous l'avez co-construit avec la direction ? Alors, il a été évidemment construit par les médecins de la médecine du travail, qui sont des professionnels, par les gens de la prévention. Et on a participé, bien sûr, à la mise en place. Et a bien validé que les salariés n'allaient pas se retrouver dans des situations, des fois, un peu risquées ou un peu limites. Voilà, mais aujourd'hui, dans vos usines, parce que, attendez, Peugeot en France, c'est quand même très significatif. C'est beaucoup d'usines de production. On voit à peu près à quoi ressemble une chaîne de fabrication automobile. Il peut y avoir de la proximité entre les gens. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, toutes les conditions de la reprise normale de l'activité sont réunies en termes sanitaires Alors aujourd'hui, les mesures qui sont dans ce protocole, elles évoluent. On en est à la 6e version. Et donc, on essaye de les adapter au mieux aux difficultés qu'on peut avoir à travailler. Alors, travailler, monter une voiture, c'est une chose. Les souder, les pièces sur une voiture, l'aéroferrage, c'est un autre métier dans lequel, on va dire, les équipements de protection individuelle, il faut qu'ils soient adaptés à la situation et à l'endroit dans lequel on travaille. Donc oui, ça évolue de manière permanente, mais il y a toujours des restrictions. C'est-à-dire que le retour à la normale n'est pas encore là. Vous avez un rythme de production que vous qualifieriez de satisfaisant. Hier, je donnais des indications sur ce que publie l'INSEE. L'INSEE dit on a retrouvé 95% de l'activité si on se compare à la période qui précédait le confinement. Vous en êtes où, vous, de la capacité de production ? On peut estimer qu'on sera arrivé, je dirais, à fond, si rien ne se passe, d'ici la fin de l'année. Ah oui. Voilà. Mais le marché tire les productions, en fait, aujourd'hui. On a, et ça a été un de nos directeurs qui l'a annoncé, on a des commandes qui explosent. Donc, nos voitures plaisent et il faut qu'on les fabrique. Enfin, c'est difficile un client qui est pas... Bien sûr. Donc, l'objectif, c'est de protéger les salariés et quand même faire fonctionner. La difficulté aujourd'hui qu'on a eue, c'est bien entendu de faire fonctionner les usines et de faire revenir le personnel dans les usines. Alors, précisément, ne croyez pas si bien dire, parce que l'abus de chômage partiel est dangereux.
C'est ce que dit le secrétaire général de la CPME, c'est ce qu'il disait hier soir dans l'émission Le Grand Soir de Julien Arnaud sur LCI. C'est une autre façon de dire qu'il faut retrouver vite ce que je qualifierais d'optimum de production. Il faut que la solution du chômage partiel soit la solution ultime, c'est-à-dire qu'on veut évidemment que le nombre de cas soit limité. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les petites entreprises, ça va désorganiser l'activité. On va avoir des gens qui vont être absents sans qu'on sache exactement pour combien de temps et qui ça va concerner. Et puis ce qu'on ne veut pas également, c'est qu'il y ait un reste à charge pour l'entreprise. L'entreprise n'y est absolument pour rien. Et donc ce chômage partiel, il ne faut pas qu'il y ait une partie qui reste à la charge de l'entreprise. Alors, vous savez, dans toutes ces périodes, il peut y avoir des abus. Il peut y avoir des abus de part et d'autre. D'ailleurs, tout à l'heure, on écoutera Bruno Le Maire qui dit aux entreprises, attention aux plans de sauvegarde qui sont des plans de convenance. C'est-à-dire, ne tirez pas profit de la générosité du gouvernement. Enfin, le gouvernement, c'est nous, d'ailleurs, au passage. Hein, c'est les Français qui payent, d'une certaine façon. C'est eux, leurs enfants ou leurs petits-enfants qui paieront. Mais il y a aussi des abus, parfois, du côté des salariés. Est-ce qu'il y a, je vous pose la question, je la pose à un syndicaliste, il y a malgré tout des tirs au flanc, des gens qui cherchent à tirer profit Alors, depuis le temps que je travaille chez PSA, oui. j'ai quand même... je fréquente quand même beaucoup de personnes. Et les gens qui travaillent chez PSA sont des amoureux de l'entreprise, vraiment. C'est-à-dire que l'objectif étant de fabriquer des voitures qui plaisent aux clients. Et d'ailleurs, on le voit. Alors derrière, on essaye, nous, partenaires sociaux, organisations syndicales, de faire à ce que aussi les conditions de travail soient les meilleures, pour que les gens disent on vient travailler parce que aussi ça se passe bien. Pendant la période du confinement, on a négocié un accord de solidarité dans lequel, en fait, il y a une garantie des salaires à 100% pendant plus d'un mois. Donc vous êtes sorti de l'accord national, c'était 84% du salaire. Vous avez obtenu, vous, chez PSA, 100% du salaire. Oui. Pour tous, sans plafond. Il y a une complémentarité qui a été mise. Donc les cadres ont participé en donnant des jours, les ouvriers, les états aussi. Tout a été mis dans un pot commun. La direction de l'entreprise a accepté de participer à ce pot commun, et on a réussi à payer les salariés jusqu'au 11 mai à 100%. Alors, écoutez, c'est une vision qui est importante. Enfin, ce que vous donnez là, cette vision, et j'allais même dire votre version des faits, elle est essentielle, parce qu'il y a un débat, évidemment, autour de ce qui se passe dans les entreprises. Il peut y avoir un certain nombre d'abus, y compris de la part des employeurs, qui ont profité. Vous vous rappelez comme moi, des enquêtes diligentées par Mme Pénicaud, elle était alors ministre du Travail, pour ces entreprises qui utilisaient les salariés payés au chômage partiel. Bon, il y a des enquêtes, on va voir ce que ça donne. Je voudrais que vous nous disiez deux mots de l'automobile en France. Sortons un peu de PSA, vous avez publié un communiqué cet été dans lequel vous attirez l'attention du gouvernement. Quand même pas rare, c'est très rare, pardon, c'est pas commun, c'est ce que je voulais dire. Vous attirez l'attention du gouvernement sur la stratégie de Renault. Vous dites attention, chez Renault, dans le groupe Renault, les concurrents, amis mais concurrents, j'imagine, il y a la marque Dacia qui fait une petite Dacia Spring, c'est un petit véhicule électrique urbain de la marque low cost Dacia qui sera fabriqué en Chine. Et vous dites, Renault a bénéficié des aides de l'État, Renault doit fabriquer en France. Alors, Renault doit fabriquer en France. PSA doit fabriquer en France. Aujourd'hui, une 208, typiquement une 208 électrique, est fabriquée hors France. C'est un problème. Alors, c'est ce qu'on appelle le segment B. Ces voitures de type 208 ou Clio, et qui, malheureusement, aujourd'hui, sont délocalisées. Expliquez-nous pourquoi segment B, parce que c'est une affaire de prix, c'est de catégorie. C'est la taille de la voiture. La taille de la voiture. La segment A, on va dire que c'est la Twingo, à peu près. La C1, 116, 108, ce genre de voiture. Segment B, c'est celle qui est un petit peu au-dessus. Donc c'est la 208, c'est la Clio, c'est ces voitures-là. Et ça, c'est fabriqué... C'est la Yaris, par exemple. Oui. Toyota Yaris qui est fabriquée en France, à côté de Valenciennes. Donc on sait fabriquer du segment B en France. C'est juste des choix qui sont faits par les entreprises et par les industriels. Aujourd'hui, là où on alerte le gouvernement, c'est de dire, vous donnez de l'argent pour que ces voitures électriques, notamment, soient fabriquées, vendues en France. Vérifier que ces voitures dopent aussi l'emploi et l'industrie française, en France. Vous avez eu une réponse ou pas ? On n'a
pas toujours des réponses à nos interpellations au gouvernement. Mais on voit des intentions. On voudrait des gestes un peu plus fermes sur l'État qui est actionnaire de ces deux grandes entreprises françaises que sont Renault et le groupe PSA. Ouais. Alors, j'allais vous demander quel est l'état d'esprit des salariés dans l'entreprise en ce moment, mais avant qu'on aille plus loin dans nos échanges, je voudrais vous faire écouter ce que Éric Woerth disait ce matin sur LCI à Elisabeth Martichoux. L'activité est soutenue, mais attention au prix de la relance. La société française, comme d'ailleurs le monde, est solide. Donc nous allons nous en sortir. Notre économie va redémarrer. Mais dans quel état ? Et la question, elle est dans le temps. En combien de temps ? En combien de temps on reviendra à un niveau de production, c'est-à-dire au fond un niveau de richesse quand même. Donc il faut relancer, aider à la relance, mais il ne faut pas brûler ses vaisseaux pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire qu'on est prêt à dépenser n'importe quel argent, n'importe quel volume d'argent pour provoquer une relance qui à un moment donné se retournera contre nous parce qu'on croulera sur les dettes. Tout le monde a bien conscience, Olivier Lefebvre, que l'argent qu'on mobilise aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on emprunte, c'est de l'argent public, il n'est pas magique. C'est de l'argent, évidemment, c'est de l'argent public, c'est de l'argent, évidemment, qui est nécessaire de toute manière, pour le plan de relance. Personne ne conteste ça. Il ne faut pas le contester, et je pense que ça paraît évident. Sûr. Maintenant, il faut qu'on... Enfin, c'est une solution pour que l'économie redémarre. Ouais. Et on ne pourra être, je dirais, garante de ces dettes d'État que si l'économie est relancée. Alors, nous, on aimerait que ce soit relancé avec une politique salariale un peu plus expansive, dynamique, on va dire. Oui. Mais voilà, bon, aujourd'hui, le gouvernement est plutôt sur des aides, sur des allègements fiscaux. Alors, un qui peut être intéressant, notamment, qui est l'impôt sur la production. Les impôts sur la production, qui peuvent être un axe sur lequel nous, FO, Métaux, on sollicitait quand même le gouvernement de pouvoir regarder comme une valorisation du Made in France. Donc il n'y a pas que les patrons qui souhaitaient une baisse des impôts de production. Vous aussi, comme syndicaliste, vous étiez conscient que ça parasitait le processus de production, enfin de création de valeur. On a été obligé de faire ce constat quand on voit en fait que le logiciel aujourd'hui qui est dans l'état d'esprit de nos chefs d'entreprise, c'est la mise en concurrence des sites. Et on n'est pas sur la mise en concurrence des sites français, mais bien sur la mise en concurrence des sites mondiaux. Alors européens et proches mondiaux. C'est pour ça que il faut arriver à ce qu'il y ait un intérêt aussi économique et une équité entre une usine qui va être, je dirais, faite en Espagne et puis qui va être quand même, dont les infrastructures, l'autoroute va arriver au pied, le train va arriver au pied. Bah, forcément, l'industriel, il trouve son compte. C'est un coût moins important pour lui. Bon. Donc, ce que vous dites en substance, c'est qu'il faut créer les conditions pour revenir en France. Et donc, ça en faisait partie. Alors, est-ce qu'il y a pour autant des plans sociaux de convenance ? Tout le monde a conscience qu'il y a un péril, qu'il peut y avoir des abus, comme je le disais tout à l'heure. Les abus, ils peuvent venir de part et d'autre. Il y a des gens probablement qui ont un peu tiré sur l'activité partielle. On voit que dans certains secteurs, on a cherché à faire un pont très large. C'est presque un viaduc entre le mois de juin et puis la reprise du mois de septembre. Mais il y a aussi peut-être des entreprises qui en profitent. Ça n'a pas échappé à Bercy. Ça n'a pas échappé au ministre de l'Économie et des Finances qui parle, lui, des plans sociaux d'aubaine. C'est ce qu'il disait ce matin aux sénateurs. La crise économique doit amener chacun à faire preuve de sens des responsabilités et pas à profiter de la situation pour engager des plans sociaux qui ne seraient pas indispensables pour que l'entreprise puisse rebondir. Nous ne voulons pas de ces plans sociaux d'aubaine. Juste après. Alors, une deuxième voie, parce qu'il y a le ministre de l'économie, mais il y a aussi le président de la République. Alors, ils ont dû se passer le mot au gouvernement. Quand la parole publique converge comme ça, c'est probablement qu'il y a de bonnes raisons pour ça. Alors, je sais que le ministre de l'économie pensait à General Electric. General Electric, comme vous le savez, c'est le site industriel peut-être loin de l'automobile, mais dans une région qui est elle-même automobile, qui est à Belfort et qui a été repris notamment par General Electric. Et donc, au fond, le ministre de l'économie et des finances, il appelle les dirigeants de General Electric à leur responsabilité. On va quand même rappeler au passage, parce qu'on est tout à fait clair et transparent dans cette émission, que la cession d'Alstom à General Electric a été réalisée à un moment où le ministre de l'économie en France s'appelait Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron
Il était ce matin à Ajaccio, en Corse, et le président de la République met lui aussi en garde. Il dit en substance que l'État n'a pas vocation à soutenir l'économie parallèle. Il ne faut pas simplement rester au grand chiffre, il faut accompagner le quotidien de la vie des entrepreneurs, des salariés, de nos concitoyens. Voilà l'esprit dans lequel on avancera. On ne laissera tomber personne à cause du Covid, mais on ne va pas aider indûment des gens dont l'activité n'est pas impactée à cause du Covid, et on sera très vigilant pour qu'aucune aide n'aille à de l'économie parallèle. Est-ce que les syndicalistes surveillent ce qui se fait dans les entreprises? Vous êtes chaque jour auprès de la direction, vous discutez, vous avez tous un rôle à jouer. Je pense que d'abord, on a tous un rôle à jouer de façon générale, les consommateurs, ceux qui produisent, et dans ceux qui produisent, les chefs d'entreprise, les salariés et leurs représentants. Alors, évidemment, et puis on regarde ce qui se passe. Alors, déjà, on le vit. Oui. Ça, c'est déjà important parce que on est proche du terrain. C'est-à-dire que toutes les équipes syndicales, en fait, ce sont des salariés qui travaillent. Ce sont des salariés qui sont donc sur le terrain au quotidien. Donc forcément, on sait ce qui se passe et on sait quand il y a des abus. On voit si une entreprise, et on voit si l'entreprise est en bonne santé. On sait aujourd'hui qu'un groupe comme le groupe PSA va très bien. On est sorti de la crise, les chiffres ont été annoncés du premier semestre et sont relativement bons. Enfin, vous êtes rentré dans la crise en bonne santé, en très bonne santé financière. Oui. Tant mieux, au passage. Et ça veut dire que le modèle PSA aujourd'hui est bon. Ça veut dire aussi aujourd'hui que l'activité est repartie, les salariés travaillent, sauf ceux qui sont obligés de rester en activité partielle parce qu'ils sont, comment dirais-je, en pathologie lourde, et qu'on fait rentrer des intérimaires. Alors, précisément, on a des chiffres un peu contradictoires sur le marché de l'intérim. Je donnais les derniers chiffres hier. Ils sont tendanciels, mais on sait que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de variations, presque quotidiennes. Est-ce que l'intérim, qui est la première marche vers le retour à l'emploi, notamment dans l'industrie, est reparti chez vous? Ah oui, complètement. Complètement. L'intérim, on a même aujourd'hui, je dirais, presque du mal à avoir l'ensemble de des besoins en fait du groupe. Donc on se retrouve encore avec des salariés dont ce n'est pas forcément le métier, à aller faire d'autres métiers pour pouvoir fabriquer les voitures des clients. Il y a des métiers en tension chez vous? Oui, alors chez nous le terme tension c'est pas le même, mais oui, il y a des métiers en tension, des métiers où on ne trouve pas les gens. Et vous avez des régions comme par exemple du côté de Sochaux ou Vesoul où c'est difficile parce que on fait un appel fort à de la main-d'œuvre en travail temporaire dans la même région. Et là, difficile de pouvoir... Alors, il y a des outils de formation à mobiliser probablement, puisque votre industrie change beaucoup. On a vécu dans l'automobile pendant 60 ans pratiquement sur un modèle que vous avez d'ailleurs parfaitement exploité, le moteur à explosion, et dans votre cas le diesel. On dit que les meilleurs dieselistes du monde se trouvent chez Peugeot. Alors vous savez comme moi que le diesel n'est pas à la mode, comme disait votre patron. D'ailleurs, il a gagné la bataille technologique, mais il a perdu la bataille politique. Donc on s'oriente aujourd'hui vers la filière hydrogène, et notamment la filière de l'hydrogène vert en France. On sait que la consommation d'énergie, c'est 70% des émissions françaises de gaz à effet de serre, et que la production de renouvelables reste encore à développer, mais que l'hydrogène apparaît comme une solution extrêmement pertinente, puisque, à la différence de l'électricité, l'hydrogène peut être stocké. C'est une précision technique utile à apporter. Il y a un grand projet, d'ailleurs, le projet du véhicule à hydrogène européen, et vous collaborez, l'entreprise PSA, le groupe plutôt, collabore avec Symbio, qui est un fabricant notamment, on va simplifier, de piles à hydrogène. L'entreprise d'ailleurs, cette entreprise, Symbio, a promis d'ouvrir une usine dans la région de Lyon. Mais nous sommes en ligne avec Mathieu Guéné, qui est le PDG de Life. C'est le pionnier européen dans la production d'hydrogène propre. On a besoin d'être un peu évangélisé, Mathieu Guéné, pour commencer. L'hydrogène propre, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Bonjour. L'hydrogène est quelque chose qui ne se trouve pas à l'état naturel. On a donc besoin d'énergie pour le produire. Cette énergie, elle peut venir des énergies fossiles, comme c'est le cas actuellement. Mais ce n'est pas l'idée de miser sur des choses qui ne soient pas soutenables. Ça peut venir de notre électricité, l'électricité de notre réseau électrique en France, mais il n'est pas renouvelable ou très peu renouvelable. L'idée, c'est donc de produire de l'hydrogène à partir d'une énergie qui soit soutenable, renouvelable. On emprunte à la nature, donc de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne ou l'énergie des barrages hydroélectriques, avec
cette électricité, on est à même de prendre de l'eau, de dissocier la molécule d'eau, et dans cette eau, il y a beaucoup d'hydrogène. Donc on fait un carburant propre et renouvelable à partir de vent et d'eau. Et sur le premier site que vous voyez en ce moment sur l'écran, Oui. c'est de l'eau de mer qu'on utilise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humain est capable, à partir d'eau de mer et de vent, des ressources qui sont infinies, de produire un carburant propre. On est obligé d'y aller. Vous-même, votre entreprise Life, d'abord a été élue, si j'ai bien compris, a été élue au titre des projets de demain. Vous êtes soutenu par la Banque publique d'investissement. Là, vous m'arrêtez si je me trompe. Les prochaines étapes, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que, vous savez, il y a toujours des mantras, on sort dans ces grands débats sur la mobilité. Je rappelais tout à l'heure que la loi mobilité est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Bon, il y a toujours des idées, de nouvelles idées, il y a parfois des fausses pistes. Qu'est-ce qu'on peut espérer collectivement avec l'hydrogène, d'abord en termes d'utilisation publique? Est-ce que j'aurai rapidement une voiture à hydrogène? Et est-ce que ça va créer des emplois, lesquels? Vous n'aurez pas tout de suite une voiture, à hydrogène. On va d'abord commencer par ce qui est très difficile à décarboner avec des batteries, par exemple, ce sont les bus, les camions, les bennes à ordures ménagères. On commence par ça. Donc les technologies de l'hydrogène arrivent par le haut, si on peut dire, alors que l'électrique batterie va décarboner les petites voitures. Et donc, on va se rejoindre entre les technologies de l'hydrogène et les technologies batterie à peu près à 350 km d'autonomie. Donc, il faut attendre d'abord un déploiement sur les transports en commun qui roulent en ville. Et comme l'hydrogène permet à un véhicule de rouler la même quantité de kilomètres, la même autonomie qu'un véhicule classique en se rechargeant en 3 minutes, on va avoir un impact tout de suite qui va être fondamental sur les transports en commun, parce qu'on n'est pas obligé d'électrifier des lignes, et on a tout de suite des transports qui sont décarbonés. Et aujourd'hui, il faut le démontrer à une échelle départementale, à une échelle régionale. Il faut le démontrer dans des conditions techniques et des conditions économiques qui soient viables. Donc c'est ce qu'on fait dans l'ouest de la France. On démontre qu'on est capable de produire un carburant propre, à un prix compétitif pour aller décarboner des transports en commun qui ont tout de suite un gros impact en termes d'émissions de CO2. Merci Mathieu Guénet. Vous êtes dans l'ouest de la France, c'est bien ça, c'est ce que j'ai compris. Et dans l'ouest de la France, j'ai oublié de mentionner les emplois. L'Hydrogen Council dit c'est 30 millions d'emplois d'ici 2050 qui peuvent être créés grâce à l'hydrogène. À titre de comparaison, c'est 2,5 millions d'emplois dans les entreprises du CAC 40. Donc c'est énorme le potentiel. Bon, merci beaucoup. Vous savez, on a besoin en ce moment d'écouter des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des gens qui travaillent au quotidien dans les entreprises, qui portent des projets. Ma conviction profonde, c'est d'ailleurs que l'entreprise, c'est le dernier grand territoire de l'innovation. C'est souvent sur le marché, parce qu'il y a un frottement concurrentiel que les progrès se font. Merci beaucoup, bravo pour votre initiative et longue vie à cette entreprise Live. On voit là, Olivier Lefebvre, j'allais vous poser la question sur l'emploi. Évidemment qu'on va détruire des emplois. Mais on voit quand même, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ce qu'il faut dire et répéter, que cette transition vers des modes de mobilité différents, elle va aussi créer de nouveaux emplois. Alors il faut évidemment que tout le monde soit au rendez-vous, les salariés, les entreprises, les instituts de formation. Les salariés, les entreprises, les instituts de formation, mais aussi l'État. J'insiste beaucoup sur l'État, mais ce sont les décisions publiques qui nous amènent dans cette situation d'évolution technologique dont les constructeurs automobiles étaient déjà conscients et ils étaient déjà en train de travailler sur les sujets. Quand on parle de décarbonation des véhicules, il faut savoir que la dépollution des diesels, ça a été vite dans dans la chaîne de valeur des véhicules un élément important. C'était devenu quelque chose d'important. Demain, ça va être le prix de la batterie. Et on espère aussi que ça va être... Et pour que ça puisse se déployer, il faut que les infrastructures soient là, de distribution, alors à la fois d'électricité, mais aussi d'hydrogène. Ça, c'est un élément important. Ça peut être générateur d'emplois, parce que... et ça doit être générateur d'emplois, parce qu'il faudra bien aussi fabriquer cet hydrogène. Nous présentait Live. Dernière question. Est-ce que vous avez conscience de participer en ce moment à une espèce de révolution de l'industrie? Oui, complètement. Et c'est pour ça que on axe une communication importante envers les salariés sur notamment le CPF.
le compte personnel de formation. Ouais. Pour que justement il puisse rester employable dans cette évolution-là, dans l'évolution de demain, cette évolution technologique qu'on va vivre dans l'automobile. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que les salariés comprennent que l'industrie automobile, nos emplois, ils vont continuer malgré ces évolutions-là. Merci beaucoup Olivier Lefebvre. J'adore ces paroles un petit peu optimistes. On en a besoin. On a besoin de respirer. On a besoin d'air frais en ce moment dans ce pays. Merci d'être venu dans Périscope.